Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry Henry, épisode donc 139. Aujourd'hui donc on va parler d'optimisme. Mon invité donc a écrit un livre il y a quelques mois sur l'optimisme opérationnel, donc tu as deviné qui c'est. Si tu suis un peu donc l'activité des conférenciers en ligne, il va donc nous parler de tout ça, de donner plein de conseils. Précisément il y a 60 points, même si on va pas tout dire dans l'épisode, mais il va donner donc plein de points intéressants. Si toi actuellement tu as des difficultés ou tu as eu une activité en 2020 un peu compliquée, donc tu as envie donc de rebondir, il va donc nous expliquer, nous donner plein de conseils qu'il y a dans le livre bien sûr, mais aussi par rapport à son expérience, parce qu'il a une expérience assez chargée, où il a dû donc relever des défis, donc avoir de grosses adversités. Donc je vais tout te dire après avoir remercié le sponsor. Comment réaliser donc les messages à tes clients grâce à Klaviyo, qui est donc mon nouveau partenaire. Donc c'est une plateforme de marketing pour les marques qui se concentrent sur la croissance dès le premier jour. Donc, grâce à Klaviyo, tu vas pouvoir développer ta marque avec des expériences personnalisées par email, par SMS, donc qui évoluent donc tous les jours. Comme tu connais le mobile, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. En quelques secondes, tu vas libérer la puissance du marketing personnalisé pour ta boutique Shopify. Avec Klaviyo et Shopify, tu peux commencer à envoyer des messages plus personnels et mieux ciblés en quelques secondes. Klaviyo collectera et stockera de manière transparente toutes les données pertinentes sur tes clients afin que tu puisses les utiliser pour offrir des expériences mémorables, générer plus de ventes et créer des relations plus solides avec tes clients. Pour t'inscrire gratuitement et tester la plateforme, va sur thierry-du6henry.fr/KLA. Donc thierry-du6henry.fr/KLA. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui j'ai donc Jean-Luc Udry qui est un conférencier donc très connu, qui est aussi donc membre de la Ligue des optimistes et donc de plein d'autres organisations de conférenciers. Donc il va on va partager donc ensemble donc son expérience, te donner donc des tips, des conseils pour pouvoir donc rebondir et chaque fois que tu as un problème, tout simplement donc te servir donc de ce qu'il te propose pour pouvoir donc rebondir. Et si tu as une société, tu as envie donc d'inviter un speaker, même si j'espère que ça va se libérer un petit peu, qu'on va pouvoir refaire des conférences, des séminaires, n'hésite pas à aller sur son site et à aller donc l'inviter pour qu'il vienne donc booster tes équipes. Donc je te dis à tout de suite avec Jean-Luc Udry. Jean-Luc, comment vas-tu ? Ah, très bien, très très bien. Merci Thierry, et toi ? Merci, très bien. Je suis vraiment content donc de t'avoir aujourd'hui. On va parler d'optimisme, donc ça c'est un truc que moi j'adore, parce que je pense être un super optimiste, même des fois trop, donc je sais pas si c'est bien ou pas, tu vas nous le dire. Ouais. Donc on va parler donc d'un livre que tu viens de sortir, qui fait un carton. Oui. Donc l'optimisme opérationnel, vaincre l'adversité, guide pratique pour mieux manager et vivre au bureau. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter, ensuite on va partir sur les questions de motivation et d'optimisme. Eh bien, merci pour cet accueil chaleureux. Je suis un ancien pessimiste, un pessimiste chronique. Et oui, un pessimiste chronique parce que ma maman était comme ça, elle m'a éduqué comme ça, et Dieu sait si je l'aime, elle qui vient de nous quitter. Et donc j'étais un pessimiste chronique, au point de faire un ulcère à l'estomac à 20 ans, parce que je pensais ne pas pouvoir accéder au niveau d'études que je voulais, je pensais ne pas pouvoir plaire aux uns, plaire aux autres, et ainsi de suite. Et donc je te dis, j'ai fait un ulcère à l'estomac à l'âge de 20 ans. Et puis après, la vie a été quand même assez généreuse avec moi. J'ai eu une enfance magnifique. Et puis, un beau jour, tout a basculé. Alors comment ça s'est passé ? Je peux t'en dire 2-3 mots. D'abord, j'ai 6 ans d'études de management. J'étais aux États-Unis, au Japon, apprendre à manager pendant 1 an et demi. Et donc, j'avais un beau bagage et je reviens dans une grosse société américaine en France. Et on dit que je pourrais grimper assez rapidement dans la hiérarchie de cette société. Et donc, tout va bien. Tout va bien. Jusque-là, la vie est sympa avec moi. Et puis, un beau soir, là commence une histoire qui va durer presque 30 ans, parce que mes parents sont fatigués, ils n'osent pas me dire que leur entreprise est au bout du rouleau, et qu'eux-mêmes sont au bout du rouleau. Et je m'en aperçois, mais de loin, comme ça. Et puis, plus les mois passent, et plus je me dis, mais vraiment, ça colle pas. C'est plus ce que c'était, ils n'ont plus la pêche, ils sont vraiment fatigués. Et puis, je décide, ce qu'il faut décider, c'est de quitter mon emploi et d'aller les rejoindre pour les aider. Et là, T'avais quel emploi ?
J'ai été dans la vente chez Procter & Gamble, à Ariel, Ok. Pampers, pour ceux qui connaissent. Et là commence toute une histoire, donc c'est ce que je raconte dans les conférences, parce que j'utilise cette histoire comme un fil rouge. Et toute chose étant égale par ailleurs, je m'aperçois que tous les hommes de l'art, hein, avocats, fiscalistes, banquiers, clients, fournisseurs, disent qu'effectivement cette entreprise est fichue. Et quand j'arrive dans cette entreprise, je vois qu'en effet, elle l'est. Et que tout le monde me dit qu'il est impossible de s'en sortir, impossible de redresser la situation. C'est trop tard, c'est trop lourd, on est trop endetté, on n'y arrivera jamais, les perspectives sont pas bonnes, je suis trop jeune, je suis trop inexpérimenté. Enfin, je pourrais en écrire un livre, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Est-ce une question, est-ce qu'à ce ouais. moment-là, tu te définis encore comme pessimiste? Parce que comme tu as été aux États-Unis, en général, moi, j'ai eu la chance d'aller vivre en Angleterre et aux États-Unis, donc ça m'a ouvert l'esprit. Donc une vision de vie qui était différente que celle que j'avais eue en France. Est-ce que tu étais encore pessimiste ou tu avais déjà comme une vision un peu plus ouverte? Écoute, je vais te dire quelque chose. Pour moi, être pessimiste ou optimiste, ça ne veut rien dire, car ce sont deux illusions. J'apprends sur le terrain. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans l'optimisme opérationnel, parce que justement, avec le début de cette histoire, quand j'arrive dans D'accord. l'entreprise, je commence à me dire, ne sois ni pessimiste ni optimiste, il n'y a aucune raison de l'être, vois ce qui est, regarde, apprends à manager, de A jusqu'à Z, 7 jours sur 7, au four et au moulin, passe par tous les postes de la société, et après tu verras si tu es optimiste ou pessimiste. Et c'est comme ça que... C'est plus l'action en fin de compte. Mais complètement, c'est comme ça que l'adversité s'est présentée à moi et que finalement, cette entreprise que l'on disait fichue, hein, morte et enterrée, eh bien, cette entreprise, on va pouvoir non seulement la sauver, mais grâce à ce travail-là et avec les équipes, hein, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, eh bien, je vais pouvoir la piloter pendant 20 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, hein, parce que pour enrichir la mariée, comme si ça ne suffisait pas. Au bout de 5 ans, l'entreprise donc commence à se redresser tout doucement, mais on y arrive, on l'a sauvée, et puis là m'arrive une deuxième affaire dans le monde du management, des affaires, de la confiance, des hommes, et celle-là va me tenir 25 années, un truc de fou, une histoire d'entrepreneur. Donc je t'en dis pas plus là. Là aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie, parce que j'ai voulu, si tu veux, après entreprendre sur cette histoire et transmettre tout ce que j'ai appris de cette histoire personnelle assez forte. Et je me suis dit, un beau jour, je vais écrire un tout premier livre que j'avais auto-édité d'ailleurs à l'époque et qui s'appelle Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie. Et là-dedans, je détaille à la virgule près ce qui s'est passé, ce que j'en ai appris. Et au fur et à mesure, pour répondre complètement à ta question, c'est en étant au four et au moulin, au charbon, chaque jour et presque chaque nuit, que je vais apprendre à me forger finalement ce qui sera un optimisme opérationnel. Pas un optimisme, il fera beau demain, quoi, le truc bisounours, c'est pas grave, tout va aller mieux, etc. Ça, c'est sympathique si ça peut aider des gens, mais au contraire, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que j'étais confronté à de telles situations vraiment hallucinantes que ça n'aurait jamais suffi si j'avais tenu aux équipes ce discours optimiste, tu vois, gentillet, sympathique. D'ailleurs, je l'ai fait une première fois et puis on m'a retoqué vite fait. On m'a fait comprendre que c'était pas exactement le truc qu'il fallait dire. Et donc, c'est là où je suis revenu avec des outils un tout petit peu plus léchés que, évidemment, j'ai affiné avec le temps. Hein. Ce que je dis dans mes conférences aujourd'hui, ça tient en 1 heure. Il a fallu 30 ans pour le bâtir. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme tous les entrepreneurs qui t'écoute. Ceux qui n'ont pas 30 ans, parce que moi, puis j'aime bien dire ça, parce que moi, on l'a dit un peu en off, on n'a pas eu le temps de parler beaucoup, mais moi, j'ai fait malheureusement beaucoup d'erreurs, et mon but, c'est que les gens apprennent des erreurs des autres, c'est quand même plus intelligent, même si, bon, malheureusement, il faut toujours faire son propre parcours, hein, on est chacun différent. C'est clair. Donc, comment tu fais pour te préparer à affronter l'adversité et à anticiper? Parce qu'on sait très bien que nous, notre travail, c'est de gérer les solutions quand on est entrepreneur. Enfin, gérer les solutions, gérer les problèmes et trouver des solutions. Donc, comment on fait pour se préparer mentalement? Ou est-ce que, comme tu dis, c'est que dans l'action? Ou il n'y a pas d'autres moyens qui font... Il y a bien d'autres moyens. En effet, il y a bien d'autres moyens. Le premier moyen, je crois que c'est à conseiller à tous les entrepreneurs, c'est de décider une fois pour toutes que l'échec, ou la moindre performance, ou le coup de moins bien, ou le changement de conjoncture, ou la pandémie, font partie du jeu. Tout à fait. Et si mentalement tu sais dès le départ que tu auras dans ta vie d'entrepreneur de grands succès et puis aussi quelques baffes, eh bien si tu le sais dès le départ, quand arrive la baffe, tu n'es pas surpris. Tu vois, je vais te donner un exemple pris dans le monde du sport. Je suis toujours étonné quand des équipes de footballeurs, de handballeurs hyper professionnels, hyper entraînés, hyper coachés, te disent oui, on a été éliminé parce que on a été assommé par le premier but. Ben non,
Il n'y a pas à être assommé par le premier but. Le but du jeu, justement, si c'est le cas de le dire, c'est que l'autre marque des buts. Donc si tu en prends un, ça fait partie du jeu, tu dois être prêt, mentalement, au fait d'encaisser un but, même à la première seconde. Il n'y a aucune raison d'être atteint mentalement quand tu encaisses un but, puisque l'autre est là précisément pour faire ça. Donc ça fait partie du jeu. La seule chose qui compte vraiment, c'est pour toi et pour ton équipe d'en marquer un de plus que lui. Et donc je suis toujours estomaqué quand j'entends les entraîneurs dire « Ah bah oui, on a été assommé par le premier but, on n'a pas pu se relever, etc. » Ben si, un entrepreneur, il ne doit pas être assommé par le premier but. Donc bien connaître les règles de jeu et aussi être responsable. Alors que, si on a laissé marquer un but, on est responsable. Donc. On est responsable d'une part, mais là encore, ça fait partie du jeu. Pourquoi tu vas analyser au tableau noir et sur les vidéos pourquoi tu as encaissé ce but. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu penses aujourd'hui démarrer et puis et devenir Jeff Bezos en quelques années comme ça, je pense que là, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Il faut simplement savoir que dans ta vie d'entrepreneur, l'échec fait partie du jeu. Voilà. Et une fois que tu connais l'échec, ou pas forcément l'échec, d'ailleurs, ça peut être un coup de moins bien, ça peut être une moindre performance, eh bien tu l'absorbes d'autant plus, et d'autant plus vite. Et du coup, tu repars plus vite. Et donc, tu es plus performant, et donc tu crées les mêmes possibilités d'enregistrer de nouveaux succès. L'adversité, c'est le thème de mon dernier bouquin. Pourquoi en ce moment, je parle d'adversité ? Parce que nous traversons une période qui est compliquée, délicate, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais que justement j'ai su transformer l'épreuve en opportunité. Et je conseille à tes auditeurs de le faire. Surtout en général qu'on apprend de ces périodes-là, et puis moi j'aime bien, j'ai fait un podcast il y a 1 mois et demi dessus, je crois, même si faut arrêter de se comparer des fois, mais il y a plein quand on a eu une crise en 2008, il y a plein de structures qui sont restées, qui ont tenu le coup, et bizarrement, c'est pas des GAFA, parce que les GAFA étaient déjà là, mais ce qu'on est en dessous des GAFA, souvent il y a Airbnb, Uber, c'est des structures qui ont été créées à ce moment-là et qui font un carton parce que elles ont dit c'est une opportunité, les crises sont souvent une opportunité, il faut continuer à avancer. Je crois que les entrepreneurs qui t'écoutent doivent absolument intégrer ça dans leur raisonnement, dans leur réflexion, dans leur action. 1, l'adversité fait partie du jeu, et 2, une fois qu'on a accepté ça, il faut absolument tout faire pour la transformer en opportunité. Comment on fait pour passer de pessimiste à un optimiste permanent ? Parce que toi, j'ai l'impression que, vu tout ce et le problème, c'est qu'on peut pas attendre 30 ans d'avoir tout ce que tu as. Comment on peut se trouver... Bon, c'est vrai que des fois, on cherche je suis un peu plus jeune que toi, bientôt 45. On cherche des raccourcis. Tu veux dire, j'ai pas 45 ans, c'est ça que tu veux dire ? 47 et tout. Voilà, je vois que tu as vu ma bio. C'est bien. Voilà. Comment on fait pour trouver... J'aime pas ce mot-là, mais bon, je vais quand même te le dire juste pour t'embêter, parce que je sens que tu vas Vas-y, embête-moi, j'adore. Comment on fait pour passer des pessimistes à optimistes et à un optimiste permanent, et comment on trouve des raccourcis, même si des raccourcis, franchement, c'est pas bon. Mais comment on peut trouver... Voilà, comment on fait pour avoir 30 ans d'expérience, soit on crée beaucoup, on passe beaucoup à l'action, mais il n'y a pas d'autres moyens pour... Alors, le premier moyen, c'est de ne pas vouloir être optimiste. Ça ne veut absolument rien dire, ça ne rime à rien. Je vais être optimiste aujourd'hui. Non. Moi, j'ai adopté une attitude inverse parce que justement, j'ai été buriné par la vie et je me suis pas dit, tiens, à partir de lundi 15, je vais être optimiste. Non. J'ai mis en place les bons outils nécessaires dans ma tête et sur le terrain pour que, à l'appui de ces outils, je devienne optimiste. C'est la démarche inverse. C'est celle qui permet de sauver les montagnes. Quels sont ces outils ? Parce que je vois que là, indirectement, on parle de choses... Il y a beaucoup de gens qui sont optimistes, comme on dit, là, un peu à l'américaine, qui ont vu le documentaire de Secret et qui vont se dire que tout va venir à eux parce qu'ils l'ont en tête. Donc là, c'est un peu de ça, mais avec du concret. Donc, quels sont les outils ? Il y en a des quantités, je peux t'en citer 2-3. Par exemple, travailler à sa motivation. Par exemple, quand tu es entrepreneur, et puis un jour tu as un coup de mou parce que les affaires vont pas bien, tu ne trouves pas assez de clients, pas assez de débouchés, et ainsi de suite. Je vais te donner un bon levier de motivation, parce que je l'ai utilisé souvent. C'est de te retourner et de regarder pourquoi tu as commencé à entreprendre. Si tu as entrepris, c'est parce que peut-être tu voulais changer de conditions, de statut, de revenus, de perspectives, que sais-je encore. Eh bien, quand tu estimes que là, ça va moins bien, comme en ce moment précisément, retourne aux sources de ta motivation et tu vas voir que tu étais motivé pour telle et telle raison. Parce que tu avais envie de changer de vie, parce que tu avais envie de faire des choses, tu avais envie de te prouver à toi-même que tu existes, tu avais envie de montrer qui tu es. Bref, tu avais envie aussi de satisfaire le besoin d'un client. Comme on dit, connaître son pourquoi et sa to-do list, on va dire.
Oui, on dit ça, effectivement. Moi, j'interprète ça avec mes mots, mais ce qui t'a motivé à l'époque doit te motiver encore aujourd'hui. Ou alors, si ça ne le fait pas, c'est simplement parce qu'à l'époque, tu n'étais pas assez motivé. Quand on est entrepreneur, si tu veux, le but, c'est pas de se dire, lundi matin, je démarre, je suis entrepreneur. Non. Entrepreneur, c'est pas un métier, c'est une vocation. Si tu as la fibre entrepreneuriale, c'est parce que tu as envie d'apporter un peu de mieux quelque chose qui existe. Tu as envie d'apporter des solutions à un problème des clients par exemple. L'entrepreneur, c'est certainement pas le jeune qui débarque en voyant à la place du client un billet de banque. Celui-là, il ira pas loin. Il voit d'abord un client en ce qu'il a un problème, et lui, l'entrepreneur, a la solution au problème du client. Si tu raisonnes comme ça, déjà, tu es mieux parti. Donc des leviers de motivation, il y en a 150. Ensuite, on peut parler de la confiance en soi. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, si tous les 4 matins tu te demandes si tu as raison, et si tu te dis tous les matins j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est ce que j'ai entendu moi dans notre entreprise. Vous n'y arriverez jamais, vous ne vous en sortirez pas. Et c'était pourtant des hommes de l'art, des sachants, des gens qui avaient toutes les données pour me dire qu'on s'en sortirait pas. Un jour, les sachants se sont tus, parce qu'on s'en est sorti. Voilà. Donc, ça veut dire croire en toi. Déjà, croire en toi. Mais croire en toi, c'est pas... Moi, je ne suis pas dans l'optimisme incantatoire. Tu vois, je crois en moi, c'est pas la méthode Coué. Moi, ça me parle pas. C'est tant mieux si ça parle à quelques-uns. Moi, ça m'a jamais parlé. Je suis bon, je suis le meilleur. À tout point de vue, tous les matins, je vais de mieux en mieux. Écoute, s'il y a des gens à qui ça fait plaisir, c'est très bien. Mais moi, non. Par contre... Si dans ta tête et dans tes méthodes, tu insuffles et tu cultives les bonnes graines, à savoir, je crois en moi parce que je fais ci, parce que je fais ça, parce que j'ai tel talent, parce que j'ai fait la liste de mes qualités, parce que je sais que dans telle situation, je vais pouvoir utiliser telle qualité, alors oui, je crois en moi. Tu vois, il y a 2 sortes d'optimisme. Il y a l'optimisme, il fait pas beau, mais je suis sûr que demain il fera beau. Ok. Et il y a l'autre qui dit, il fait pas beau, mais j'ai pris mon parapluie, mes chaussettes, mon pantalon qui va bien, et ainsi de suite. Donc du coup, je serai à l'abri, et là, je suis optimiste. Est-ce que tu vois la différence? Il y en a un, c'est oui, il y en a qui est plus dans l'action. Et il y en a qui est l'incantation, quoi. Si tu te dis, je vais être un podcasteur riche, adulé, et je vais rester dans mon lit, il se passera rien. Il se passera rien. Non, mais il se passera rien. Je vais être riche. Non, j'aime bien l'exemple. Mais oui, tout à fait en plus. Oui, surtout toi qui es hyper actif, et tu sais très bien que les choses n'arrivent pas comme ça et qu'il faut quand même les vouloir un peu et puis y travailler. Et puis tu sais, il n'y a pas de honte quand tu es entrepreneur à vouloir vendre une cravate verte et puis tu t'aperçois que le marché veut une bleue. Alors ne reste pas arc-bouté, c'est un autre bon conseil que je peux te donner. Ne reste pas arc-bouté sur ce que toi tu crois juste. Ne te dis pas que tu as inventé la cravate du siècle. Demande-toi ce que le marché veut, parce que c'est le marché qui a raison. Il faut savoir pivoter, quoi. Il faut savoir pivoter, et surtout, tu vois, mentalement, un autre outil, c'est peut-être de laisser ton ego au vestiaire. Ah oui, surtout, ouais. Laisse un peu ton ego au vestiaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer la vie tous les 4 matins. Ça veut dire simplement que une erreur courante de la personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de considérer qu'elle a fait le produit du siècle. Pourquoi ? Parce que ce produit du siècle, il correspond à ce que lui attendait. J'ai créé une voiture verte, cette voiture verte, elle est géniale parce qu'elle me plaît, etc. Oui, sauf que le marché voulait un bus orange. C'était pas très loin, mais c'était pas ça. Et le gars qui persévère avec aveuglement, même qui va au-delà de la persévérance et qui est aveuglé et qui veut toujours vendre sa voiture verte, il ne se rend pas compte qu'il ne marchera pas. Alors, il prie chaque matin pour qu'il y ait des ventes, mais en fait, il n'y en aura pas, parce que ce que voulait le marché, c'était pas une voiture verte, c'était un bus orange. Ouais, donc dans ces cas-là, il faut savoir se mettre dans les modes solution. Comment on fait pour passer en mode solution ? Parce que là, par rapport à l'exemple que tu as dit, souvent certains se font l'erreur de se comparer. Et c'est marrant, quand tu as parlé de ça, j'ai pensé à Ford, donc pour la Ford T, et j'ai pensé à Steve Jobs, qui sont quand même des grands entrepreneurs, donc on n'est pas tous grands entrepreneurs, et eux ont plutôt dicté le marché, entre parenthèses, ils ont dit, moi je veux sortir ça, et les gens auront ça, mais bon, c'était pas les mêmes époques, c'était souvent les précurseurs, donc bon, ils sont visionnaires sur un produit, donc comme il n'y a pas de concurrence, c'est plus facile, mais comment on fait pour passer en mode solution et réussir à ne pas se comparer et à vraiment trouver les bonnes solutions, parce qu'en fin de compte, notre travail, comme j'ai dit au début, c'est souvent que ça, trouver des solutions, et en général, les gens vont venir.
Alors attention, quand tu dis quand il n'y a pas de concurrence c'est plus facile, attention, je me permets de... Oui, on crée le marché, donc il n'y a personne, oui, ça. Eh oui, non mais attention, si tu n'as pas de concurrent, je vais te dire Pardon. alerte, alerte. Si tu n'as pas de concurrent, ça Et veut c'est dire pour qu'il ça n'y a pas de que fond. j'ai précisé qu'ils sont visionnaires, donc ils prennent les risques. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, et si tu n'as pas de concurrent, non mais je dis ça non pas à ton endroit, mais pour les gens qui t'écoutent. Si vous n'avez pas de concurrent, il y a deux solutions. Soit vous êtes le nouveau Steve Jobs, alors là, respect, hein, chapeau bas, bravo. Soit c'est que vous n'avez pas de marché. Hein. C'est qu'il n'y a pas de volume financier qui sont sur votre marché. Ou alors vous êtes quasiment génial. Donc c'est les deux solutions. Donc demandez-vous, est-ce que si vous n'avez pas de concurrent, est-ce que c'est parce que vous êtes super génial? Ou alors là, bravo. Ou alors demandez-vous si vous avez vraiment un marché. Bon. Tout à fait. Et après tu me disais, la question c'était comment passer en fait, parce qu'on a souvent parlé là de créer des solutions, comment on fait pour passer en mode solution? Parce que comme tu dis, il y a des gens qui sont pessimistes et qui ont du mal à savoir qu'il faut juste créer des solutions, trouver des solutions à leurs problèmes. Comment on fait pour soi-même créer des solutions sans qu'on ait à aller voir un psy ou un coach? Voilà. Non, je crois déjà que là encore, ça fait partie de la préparation mentale de l'entrepreneur qui réussit. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris sur le terrain, c'est la chose suivante. On était tellement abreuvé de problèmes que j'avais le choix, soit rester dans ces problèmes-là du matin jusqu'au soir et du soir au matin et les ruminer, soit, deuxième possibilité, faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire on analyse le problème, on le dissèque, hein, dans tous les sens du terme, et une fois qu'on l'a disséqué, stop. Là, on passe au mode solution. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Le problème, on l'a mis en une ligne. Hein. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résumé chaque problème en une ligne. Pas une page, une ligne. Et quand on a mis une ligne, on savait à quoi s'attacher et s'attaquer. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à lister toutes les solutions possibles pour chaque problème, sans forcément se précipiter sur la première. Parce que pour un tas de raisons, tu as des gens qui prennent la première solution qui passe parce qu'ils veulent évacuer le problème, alors boum, c'est pas forcément toujours la première solution. Donc, switcher en mode solution, principalement, c'est de savoir que, on analyse complètement le problème, et presque à froid, je dirais, presque sans affect, et ça c'est capital, hein, on y reviendra peut-être plus tard, j'en sais rien. En tout cas, une fois qu'on a analysé ce problème, on le résume en une ligne, pas plus, pour qu'il soit clair. Les choses simples, ne faites pas d'usine à gaz, soyez clairs. Et une fois que ce problème est résumé en une ligne, alors là, on se met en mode solution et on attaque avec tout ce qu'on sait faire. La technique, les moyens, l'imagination, les brainstorming, enfin tout ce que tu veux pour aller passer du mode problème au mode solution. Mais si tu es prêt dans ta tête, ça se fait automatiquement. Et maintenant, encore aujourd'hui, tu as bien voulu rappeler que j'avais 47 ans. Pourquoi ce rire? Je ne te vois pas, mais je t'entends rire. Bon, très bien. Encore aujourd'hui... Je sens que les gens iront chercher ton âge, mais bon. mais enfin, mon âge... Alors, n'oubliez pas... C'est pas important, c'est qu'un chiffre. Ah, mais ce n'est qu'un chiffre. Je suis peut-être jeune depuis plus longtemps qu'eux. Tout à fait. Voilà. Et puis, comme tiens, l'autre jour, j'ai publié sur LinkedIn, et d'ailleurs, j'invite chacun à aller voir sur LinkedIn un post qui était sympa. Je sais pas, il a fait 800 j'aime, 20 000 vues, 30 000 vues, je sais plus combien, qui disait que c'est vrai que le jeune va plus vite, mais l'homme vieux connaît la route. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et d'ailleurs, tiens, tu vois, ça me fait penser à autre chose que je vais te donner, un conseil que je vais te donner tout de suite, ou une recommandation plutôt, dont je n'ai pas bénéficié, j'en suis bien désolé, c'est de trouver un mentor. C'est de trouver un mentor. Pas un gourou, hein, surtout pas, mais un mentor. C'est important, parce que j'ai fait une vidéo dessus il y a même pas un mois, parce que moi je comparais les deux, mais c'est une différence entre un coach et un mentor, parce que le mentor, il faut le trouver, des fois ils n'ont pas le temps, et il faut qu'on soit coachable et prêt à avoir le mentor, mais bon, mais je te laisse continuer. Non, mais le coach, j'ai rien contre les coachs, il y a des coachs qui sont magnifiques, il faut que le coach ait aussi une expérience, et que ça ne reste pas livresque, ça ne reste pas... si vous cherchez un coach, pas de problème, mais cherchez un coach qui est déjà de la bouteille, parce que c'est très important d'avoir l'expérience. Et le coup du mentor, c'est aussi important, parce que tu vois, moi si j'avais eu ça, dans notre entreprise, j'avais 27 ans, au total c'était une PME, il y avait quelques dizaines d'emplois, mais au total ça m'a fait gérer un peu plus de 1200, 1300 personnes, c'est pas le Pérou, mais enfin ça donne quand même une petite idée de ce que sont les gens, et la motivation, et la confiance, et tout ça. Eh bien, si j'avais eu un mentor, je crois que j'aurais gagné du temps.
Mais ton père n'a pas servi de mentor? Non, parce que mon papa était, on va dire, HS. Hein. Ma maman D'accord. aussi, ils se sont usés au travail et finalement, c'est bien la raison pour laquelle l'entreprise a sombré ou a été à deux doigts de sombrer après avoir connu des moments forts. Voilà. Donc on en était à problème-solution, analyser le problème, résumer-le en une phrase et passer en mode solution. Et là, il vous appartient de faire preuve aussi de créativité, hein, parce que l'entrepreneur, il n'attend pas que tout tombe du ciel, il faut qu'il soit créatif et qu'il se lève tôt le matin. Ça marche aussi. Voilà. Donc ça tombe bien que tu parlais donc du mentor, parce que souvent, en plus c'est l'épisode que j'ai fait avant, donc c'était plus par rapport à la crise et les problèmes de solitude de l'entrepreneur. Souvent l'entrepreneur est seul, et qu'en plus quand il a oublié ou il sait pas qu'il faut se mettre dans des réseaux d'entrepreneurs pour échanger, comment il fait pour être un meilleur leader et sortir de ça pour devenir un meilleur manager, un meilleur leader plutôt. C'est une erreur que j'ai commise. J'étais tellement le nez dans le guidon. Sincèrement, c'était de l'ordre de 14-15 heures par jour, 7 jours sur 7, que à un moment je voyais plus comment faire et je me suis isolé jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas la bonne formule. Et là, j'ai pris sur mes 14 ou 15 heures de boulot, j'ai pris 2 heures par jour pour moi. Non pas pour forcément faire du sport ou des choses comme ça, mais simplement pour pouvoir échanger avec tel ou tel et avoir une autre vision des choses. Si je te dis ce soir on va aller au cinéma, toi tu as peut-être une autre vision des choses et finalement on va se retrouver à faire du golf. Eh bien, on va faire du golf parce que simplement on a échangé ensemble. Et le conseil absolu que je donne aux entrepreneurs après avoir commis cette erreur, c'est travailler. Si vous travaillez beaucoup, c'est normal, pas de problème, mais gardez-vous toujours un temps de disponible, soit pour vous reposer, soit pour aller faire du sport, pour aller compter fleurettes à je sais pas qui, ou surtout pour échanger, faire connaître votre expérience, faire connaître vos doutes, faire connaître vos questionnements et recevoir les avis des autres. Attention, le bon copain qui te dit oui, moi à ta place je ferai ça, oui, mais il n'est pas à ta place. Donc prendre les conseils des autres avec des pincettes. Néanmoins, écoutez ce qu'on a à te dire et si tu estimes en conscience que ce qu'on te dit est valable pour ton business ou pour ta vie, eh bien écoute-le. Si tu estimes qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée dans le conseil qu'un copain te donne, laisse tomber. Mais ne vous isolez pas, parce que ça, c'est vraiment mortel. C'est mortel parce que, moi je l'ai fait, je ne sais pas encore comment je suis sorti, si je suis sorti le jour où j'ai décidé de me prendre 2 heures par jour pour souffler, pour aller faire un tour, et puis surtout pour échanger avec quelqu'un. Et là, ça m'a donné des idées, ça m'a donné une pêche, ça m'a un peu regonflé le moral. Et allez, en avant, on est reparti. Et ça a marché comme ça. Ouais, souvent c'est comme ça, mais en plus par rapport à ce que tu disais, moi ça m'a donné une idée. On dit souvent je crois que c'est un entrepreneur américain, je crois que c'est pas si c'est Jim Rohn, qui dit qu'on est souvent la moyenne des 5 personnes à qui on s'entoure. Donc c'est un peu ce que tu as dit, mais bon, souvent des fois on s'entoure mal, ou les 5 personnes qui sont autour de nous sont négatives, ont des mauvaises attitudes et se plaignent. Comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que tu les vires totalement? Parce que ça a souvent des proches, Alors, ça peut des fois son conjoint ou des amis. Est-ce qu'on change d'amis ou on va dans des réseaux? Comment on fait? Alors ça, c'est un problème qui mérite d'être un peu discuté. D'abord, s'entourer, c'est vrai que c'est très important. Bien s'entourer, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est ton ego. Parce que si tu t'entoures d'un gars qui fait des meilleurs podcasts que toi, ce que je ne crois pas, naturellement, ça me paraît une vue de l'esprit, c'est quelque chose d'impossible. Mais malgré tout, si tu décides de t'entourer d'un gars qui est meilleur que toi, tu vas avoir du mal à l'accepter. Sauf... Ça dépend de l'ego. Moi, j'ai pas de problème. C'est ce que j'allais dire. Ah. Sauf si tu as mis un éteignoir sur ton ego et que tu comprends que le fait de s'entourer, y compris avec des personnes qui sont supérieures à toi dans tel ou tel domaine, si tu comprends, c'est que c'est ça le succès. C'est ça la clé du succès. C'est un peu la phrase qui dit, excuse-moi, j'aime bien sortir des citations, ça sont connues, qui dit que si on est dans une salle et qu'on est le plus intelligent, c'est pas bon. Il faut qu'on soit... C'est pas vraiment ça, mais bon, on m'aura compris. Il faut être, entre parenthèses, le plus con pour être tiré par ceux qui sont plus malins que soi, entre parenthèses. Bon, ok, moi je suis pas un fanat des citations, mais enfin ça veut dire ce que ça veut dire, et je crois qu'on est sur la même idée, c'est-à-dire qu'en bref, n'ayez pas un ego surdimensionné. Je pense que les vrais entrepreneurs, successful, à moins d'être de purs génies eux-mêmes, savent s'entourer de gens qui, dans leur domaine, sont plus forts. Et c'est comme ça qu'on arrive à finalement tirer la locomotive et tirer les wagons. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois qu'un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur dont l'ego
est quand même un peu... Il faut d'un côté qu'il soit surdimensionné, et il faut de l'autre côté qu'il ne soit pas surdimensionné. C'est pour ça que c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui ne réussissent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à jongler entre ces deux égos. D'un côté, j'ai la bonne idée, j'ai la solution pour le marché, ça c'est l'ego surdimensionné. Et l'autre côté, je ne crois pas en moi, c'est pas possible, j'y arriverai pas, ça c'est l'ego sous-dimensionné. Donc là, je pense que si on peut donner une clé, vraiment, c'est à tout entrepreneur qui nous écoute, c'est de bien réfléchir mentalement à qui il est, à ce qu'il apporte, à sa valeur ajoutée, à ce qu'il sait faire et aussi à ce qu'il ne sait pas faire. Et une fois qu'il a fait ce boulot-là, ça demande un peu de temps, et bien s'il arrive à s'entourer de gens qui lui sont supérieurs dans certains domaines et s'il conserve sa pêche et son envie et son enthousiasme et son optimisme, alors il y a des chances qu'il réussisse. Donc d'où toujours l'importance de bien se connaître. Et souvent, c'est avec le temps et l'âge et l'adversité qu'on apprend à se connaître. Parce que souvent, c'est vrai. Si tout est positif, on n'apprend pas vraiment à se connaître. On n'apprend pas enfin, on dit souvent qu'on n'apprend pas des réussites. Voilà. Est-ce qu'on apprend d'une vie lisse? Imagine que tu as une vie lisse, totalement sans aspérité, sans rien, il se passe rien. Si tu sais tout à l'avance, c'est pas fun. Je pense que dans ces cas-là, l'ego monte parce qu'on pense qu'on connaît tout et en fin de compte, on ne connaît jamais tout. Même quand on a plus âgé, moi, à bientôt 45 ans dans 3 jours, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on aimerait bien connaître et que même quand on prend de l'âge, on connaît mieux qu'à 20 ans, mais bon, il y a toujours des choses à apprendre. Donc c'est bien. Alors d'abord, joyeux anniversaire par anticipation, si tu as 45 ans dans 3 jours. Tu es encore à l'âge où ça coûte moins cher en bougie qu'en gâteau. Donc c'est plutôt bon signe. Quand ce sera le contraire, ce sera différent. Mais c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Je pense qu'il faut rester curieux. Mais curieux au bon sens du terme, tu vois. Curieux pas au sens de pipelette. Il faut être curieux et apprendre de tout en sachant que finalement, je vais dire un truc, qu'est-ce qu'on sait au fond? On ne sait pas grand-chose, sincèrement. On ne sait pas grand-chose. Quand tu vois ce qui nous entoure, quand tu vois la Terre, quand tu vois l'univers, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on est? On est quoi? On n'est rien. Donc, sans faire de la psychologie à 2 balles, je pense qu'il faut être conscient de ses limites, mais également conscient de ses possibilités. Et la plupart des gens, je le vois bien dans mes conférences, beaucoup de gens doutent d'eux-mêmes. Ils ne doutent pas tellement de la situation, ils ne doutent pas tellement de l'avenir, ils doutent d'abord d'eux-mêmes. Ils se disent, est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation? Comme si c'était impossible. Alors que la plupart des gens sont plus forts qu'ils ne croient. On en revient à la confiance en soi, mais comment on fait donc pour... je veux dire, beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent n'ont pas ce problème-là, donc ils ont peut-être le problème opposé, donc trop d'ego. Comment on fait quand on a des envies, on est ambitieux et qu'on veut devenir optimiste pour se donner confiance en soi? Est-ce que c'est des petites réussites, de toutes petites réussites ou bien entendu, à chaque fois que tu veux augmenter ta confiance en soi, regarde, moi je ferais déjà une chose, ce serait de regarder déjà quels sont tes talents. Qu'est-ce que c'est tes talents? Tes talents, c'est ce que tu fais plus facilement que les autres, plus rapidement et avec de meilleurs résultats. Si moi je me mets à cultiver un potager, ça va être très très lent et ça va être un massacre. Si un gars qui sait faire du potager le fait plus rapidement que moi, plus joliment et avec de meilleurs résultats, ça s'appelle du talent. Bon, une fois que tu as isolé ces talents, ça devrait faire partie du kit de base de l'entrepreneur. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais bien? Moi, dans notre entreprise, je savais mobiliser les gens, les motiver, créer la confiance et leur parler. Bon, c'était déjà une base de départ. Je ne savais peut-être pas tout faire dans l'entreprise, parce que le gars qui sait tout faire, ça n'existe pas, mais je savais faire ça. Donc vous, regardez de ce point de vue ce que vous savez faire. Et une fois que vous avez isolé sur le papier ou sur votre ordi vos talents, demandez-vous comment est-ce que je vais implémenter, comment est-ce que je vais appliquer sur le terrain ce talent. Exemple, vous êtes par exemple un garçon ou une fille très créatif, ok, mais il ne suffit pas de dire je suis très créatif, tant mieux si vous êtes très créatif. Mais dans votre business, en quoi ça se manifeste? Vous avez créé quoi? Et qu'est-ce que ça a donné par la suite? Est-ce que ça a eu un résultat? Le fait d'être créatif, c'est un talent, mais ça se travaille. Vous allez dire, je suis très travailleur. Ok, vous êtes très travailleur, parfait. Comment est-ce que ça se manifeste dans votre business? Vous allez dire, je suis très productif. Ok, comment ça se manifeste dans votre business? Donc, essayez de voir, c'est pas essayer d'ailleurs, mettez sur le papier vos talents. Ensuite,
mettez sur le papier en quoi vous utilisez ces talents dans votre job. Eh bien, vous allez voir un truc incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à recenser beaucoup de talents, et dans leur job, quand on essaie de faire la relation entre leurs talents et ce qu'ils en font dans leur job, on s'aperçoit que finalement, le type qui est productif n'utilise absolument pas sa productivité au boulot. Et on voit qu'il y a un décalage entre le talent qui est au sein chez ce monsieur ou cette dame et ce qu'ils en font dans leur boulot et même dans leur vie personnelle. Eh bien, si vous avez un boulot qui arrive à relier votre talent avec l'application de votre talent, c'est que vous êtes dans le bon boulot. Si vous avez un boulot qui vous montre que vous avez vous avez fait votre état des talents et que vous voyez que ces talents ne sont pas du tout utilisés dans votre boulot, alors posez-vous la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer de crèmerie ? Ouais, surtout que c'est un peu du gâchis. Quand on a du talent, il vaut mieux s'en servir. Si tu es un pianiste extraordinaire et que tu fais du cheval, est-ce que ton don pour le piano va être utilisé en faisant du cheval ? Mais souvent, en fin de compte, les gens prennent leurs décisions par rapport au côté financier et que quand on sait bien faire les choses, à un moment ou à un autre, on sait trouver la communauté, les clients et monétiser. Mais souvent, voilà, on se dit, ah non, je vais pas gagner ma vie à l'instant T. Donc, on a plutôt un esprit salarié, on va dire, je vais pas te gagner tout de suite. Et si on a un esprit entrepreneurial, à un moment ou à un autre, on va trouver le moyen de monétiser. Bien sûr, il faut qu'il y ait un marché. Mais bon, en général, oui. il faut chercher ou créer le marché. J'aimerais donc, avant qu'on finisse, dans ton livre, tu parles donc de courage et plaisir. Moi, c'est des choses que j'aime bien, surtout le courage, parce que je suis entrepreneur, c'est logique. Comment tu liais ça à l'optimisme opérationnel, le courage et le plaisir ? Le plaisir, je pourrais t'en citer 50 exemples. Un de mes grands plaisirs, c'était un jour, c'était après plusieurs années de pratique, ça s'est pas fait comme ça. Un jour, j'ai réuni une équipe, j'étais une dizaine là, et je demande un volontaire pour m'aider sur une nouvelle idée que j'avais eue, pour un nouveau projet, quoi. Je demande un volontaire. Et là, il y a 10 mains qui se sont levées. J'ai demandé un volontaire, il y a 10 mains qui se sont levées. Ça s'appelle du plaisir. C'est du plaisir à l'état pur. Ça veut dire que les gars et les femmes, enfin l'équipe, était, on va dire, dans mon camp, et qu'elle était peut-être pas trop mal drivée, et qu'en lui proposant un projet, j'ai même pas eu le temps d'expliquer en quoi consistait ce projet, que déjà ils étaient d'accord pour y participer. Et bien quand ces 10-là ont levé la main, à l'heure où je t'en parle, là, à la seconde même, j'ai des frissons. Tu me crois ou pas, mais c'est la vérité. Des années après, j'ai des frissons, parce que ça veut dire que là, tu as du plaisir à entreprendre, du plaisir à manager, parce que les gens, tu as su leur insuffler de la confiance, et les équipes ont envie de te suivre alors même que tu leur as pas dit de quoi il s'agissait. Et ben ça c'est un moment de plaisir. Ça ne se fait pas en 2 jours. Ça se fait sur les années, en ayant commis des erreurs, en ayant pris des baffes, etc. Mais en ayant aussi beaucoup travaillé pour savoir créer la cohésion, le management, par la confiance, et ainsi de suite. Et ben tu me demandes un élément de plaisir, et ben c'est ça. Et encore une fois, mon but n'est pas de devenir optimiste. Mon but est de cultiver des outils dans ma tête, dont la confiance en soi, dont le leadership, dont la gestion du changement, dont la façon de penser autrement les situations. Et le tout fait que j'ai tellement d'outils que du coup je deviens optimiste. Tu vois, ça n'est pas un but, c'est une finalité. Enfin, le but n'est pas de devenir optimiste, mais je deviens optimiste parce que j'ai mis tous ces outils dans ma tête et au service de nos équipes. D'accord. Et concernant le courage ? Le courage, je crois que chaque fois que je poste sur LinkedIn sur le courage, ça fait un tabac, tout simplement parce que les gens s'y reconnaissent. Il faut du courage en permanence, notamment de manager et notamment d'entreprendre. Le courage d'entreprendre, c'est pas simple. C'est encore plus difficile que le courage de manager parce que tu es engagé sur tes fonds propres. La plupart du temps, tu es engagé sur tes fonds propres. Donc il faut du courage, c'est aussi simple que ça. Il faut être courageux, savoir qu'on n'aura pas toujours tous les week-ends, qu'avant de rouler en Rolls-Royce, il faudra peut-être rouler en patinette, ou en 2 chevaux, ou en je sais pas quoi, en Zoé. Et donc le courage, c'est ça. Le courage, c'est se dire, j'emprunte pas forcément la voie la plus facile d'entreprendre, mais bon Dieu, quel pied. Parce que si j'y arrive, et je vais y arriver, alors là, ça, ce sera jouissif. C'est ça le courage. Le courage, c'est de se dire qu'il faut réinventer. Le courage, c'est se dire qu'il faut savoir affronter l'adversité, comme je te disais tout à l'heure. C'est tout ça, le courage. Mais est-ce que nos parents et nos grands-parents et nos ancêtres n'ont pas eu du courage à affronter des guerres, à affronter des pandémies, à affronter des virus encore bien plus virulents que le nôtre ? Ils ont tous eu du courage. Alors, ayez du courage, vous aussi.
Tout à fait. Bah, pour ceux qui veulent plus d'infos sur le courage, j'ai fait un épisode, comme je t'avais dit, en off avec Philippe Gabillet. Donc ouais, il était pas mal. Donc ouais, il donne plein de petites billes sur le courage, l'audace. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc là, ce qu'on a bien compris, en fin de compte, je vais faire un petit résumé. Surtout que bon, ce sera plus simple d'aller lire le livre, hein, c'est mieux quand même, tant qu'à faire. C'est une bonne idée, ça. Les Il deux. faut faire un tapas au livre en plus. Donc, en fin de compte, voilà, il faut pas être avoir un optimiste BA entre parenthèses, mais il faut vraiment se préparer à avoir des outils. Et donc ça, des fois, on l'a. Enfin, c'est pas des fois, c'est sûr, on l'a par l'expérience avec et si on affronte l'adversité, si on passe à côté ou on y lisse, ça marchera jamais. Donc, Il faut l'accepter l'adversité. Il faut l'accepter comme un élément du jeu. C'est ça l'essentiel. Surtout qu'on sait que derrière, on peut gagner. Donc il faut ne pas accepter qu'elle te perturbe. Ne pas accepter qu'elle te perturbe. Si elle te perturbe, elle te perturbe, mais ne pas accepter qu'elle ait le dernier mot. Faire en sorte de se lever pour précisément lui rentrer dans l'art. Voilà. Bon, j'avais encore une citation, mais je vais... Vas-y, envoie une citation sur le lard. Non, je pensais à Michael Jordan qui disait que voilà, avant de réussir, il a essayé je sais pas combien de shoots. Et en fin de compte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a le positif et le négatif. Et quoi qu'il arrive, si un jour on abandonne devant un échec, on va toujours abandonner devant... un obstacle plutôt. Si on a un obstacle, on va toujours abandonner. Donc, si on prend l'habitude plutôt de se mettre debout et d'affronter des obstacles, on va prendre des bonnes habitudes et toujours les affronter. Moi, je vais dire un truc maison, c'est pas Michael Jordan, mais c'est maison, c'est à mon avis tout aussi pertinent, c'est que le véritable échec, c'est de rester sur l'échec. Tout à fait. C'est ça l'échec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez un échec, ok, bon, bah écoutez, vous ne serez pas le premier ni la première. Il y en a eu d'autres avant vous et d'autres après vous. La seule chose, ce qui serait vraiment l'échec, c'est de rester sur cet échec. Donc debout, en avant toute. Mais surtout aussi, pour aller dans ton sens aussi, et pour ce qu'on dit souvent, c'est de ne pas tenter. Il y a plein de gens, en fin de compte, qui n'ont tellement peur d'échouer qu'ils ne tentent pas, et en fin de compte, ils ne sauront jamais s'ils avaient pu réussir, parce qu'ils n'ont pas tenté. Non, il faut oser. Aussi, oser, ça ne veut pas dire, bien sûr, aller foncer dans le brouillard. Si vous avez envie d'aller vendre du sable à Dubaï, je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan. Mais oser, aussi longtemps que vous avez pris une décision de celle de vous lancer, étudier votre marché, les risques, ça se calcule, et oser, parce que sinon, vous allez ouvrir la boîte à regrets. Et à la fin de votre vie, vous direz « Ah, si j'avais fait ça, ah, si j'avais acheté ci, ah, si je m'étais lancé avec machin, ah, si... » Ben non, il ne faut pas, il faut pas qu'après ça regrette. Et les regrets, ça coûte cher et ça fait mal, réellement, quand on a oui. Donc, vaut mieux avoir essayé et se dire « Ah, bon, c'est dommage, c'est passé. » C'est passé, plus, voilà. À force, on prend l'habitude, on dit « Bon, voilà, en fin de compte, c'était pas si grave que ça. » Ben oui. Donc, dernière question que je vais te poser avant que... C'est déjà fini ? Non, j'ai pas fini, attends. Tristesse. Avant les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Ah, d'accord. Toi, en fin de compte, là, demain, t'as une journée de doute. Comment tu fais ? Parce que on a tourné autour des adversités, mais t'as vraiment un gros moment de doute. T'as un truc vraiment qui tombe demain. Comment tu gères ? Très simple. Tu nous as dit que t'as plein d'outils, mais comment tu... Pour l'imager, on va dire. Alors, pour l'imager, mon outil est très simple, c'est que je m'accorde un coup de moins bien, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait une télé la semaine dernière, j'ai dit la même chose, et personne n'a 365 jours par an de forme optimale. Personne, je connais personne. Moi aussi, ça m'arrive d'être moins bien, une fatigue. Alors regarde, l'année dernière, toutes les conférences ont été annulées. Conférences ont été annulées. Bah oui, forcément, mon métier, c'est de me déplacer dans la France et ailleurs, pour parler aux gens, et là, d'un seul coup, on nous dit terminé. Bon. Donc j'ai eu un petit coup de blues. Comment j'ai fait ? C'est très simple. Je sais qu'avec tous les outils que j'ai mis dans ma tête, je m'autorise, à descendre un petit peu, parce que je sais que très vite, je vais remonter. Parce que mon optimisme n'est pas un optimisme de façade, c'est un optimisme construit, réfléchi, raisonné, buriné par le temps. Et je sais que j'ai une conduite de vie, une philosophie. Je m'autorise un coup de moins bien, un petit coup de blues, sachant très très bien que aussi je vais remonter aussi vite. Et c'est comme ça que je surmonte les différentes difficultés. Du coup, quand les conférences ont été annulées, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit ce livre. J'ai transformé l'épreuve en opportunité. Dites-vous toujours, quand vous avez un coup de moins bien, de comment vous allez rebondir sur ce point qui vous chagrine, qui vous peine, qui vous pénalise aujourd'hui. Quel est le point qui va vous permettre de rebondir ? Parce que vous savez quoi ? D'une part, les catastrophes annoncées se produisent rarement. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et d'autre part, dans tout élément, tout problème, il y a toujours un point de rebond quelque part. Il y a toujours un point positif. Regardez la Covid. C'est une pandémie qui touche la planète. Mais on peut regarder tout ce qu'elle coûte, et Dieu sait si elle coûte, des morts, 1,5 million de morts, et c'est peut-être pas fini, etc., etc., une économie par terre, très bien.
mais regardez aussi tout ce qu'elle permet de faire. Et le rebond, pour beaucoup d'entre nous, est tout à fait possible. Il y a des gens qui vont changer de métier, il y a des métiers qui vont s'inventer, il y a des domaines qui vont changer, on va changer les modes de production, de transport, de consommation. Enfin, c'est phénoménal tout ce qui va se passer. Et pour revenir sur l'entrepreneuriat, bizarrement, l'année dernière, c'est là où il y a eu le plus de créations. Après, je suis pas sûr que ce soit les bonnes créations, parce qu'il y en a plein qui sont bien en entrepreneuriat et peut-être qui ne devraient pas, mais bon, parenthèse. Mais il y a eu beaucoup de créations. On pourrait se dire maintenant, c'est qui est fou pour créer en 2020 Il faut compte qu'il y a eu plus de créations que d'habitude. Alors, l'optimisme opérationnel, c'est justement d'être lucide. Le fait qu'il y ait beaucoup de créations, ça peut être des créations aussi un peu désespérées. C'est ce que je disais, ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais. Non, mais au moins les gens vont apprendre. Les gens vont apprendre, ils vont peut-être respecter les entrepreneurs. On se dira, c'est pas si facile que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins il y a des gens qui ont songé à se mettre à leur compte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il fut un temps dans ce pays où le seul horizon des gens, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ce que souhaitaient faire les jeunes, c'était de devenir fonctionnaires. Je n'ai absolument rien contre les fonctionnaires, aussi longtemps qu'ils sont là, c'est très bien, il faut une administration efficace. Là, tu parles un entier, donc oui, le fonctionnaire, oui, chez moi je connais, ouais. Eh ben oui, tu vois, non mais moi je ne suis pas contre les fonctionnaires aussi longtemps qu'il y a une administration efficace. Je pense que d'ailleurs ce sera un autre débat, mais je pense qu'il faudra réconcilier le privé et le public. C'est une absurdité d'opposer l'un à l'autre. La performance, elle est à la fois, je connais des fonctionnaires fort brillants et j'en connais qui sont des nuisibles. Pareil pour les entrepreneurs. Je pense que rassembler les deux est beaucoup plus porteur pour tout le monde. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'administration, ça ne peut pas marcher, et dans un pays où il y a une administration pléthorique, ça ne peut pas marcher non plus. Donc je suis pour les deux. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait ? J'allais poursuivre. Donc c'est que, comme tu dis, c'est que ces périodes de crise font réfléchir les gens, ils font des changements. Et j'espère, comme tu dis, l'administration va changer, que les gens vont. Certains ont commencé à changer, donc déjà de changer d'alimentation, donc de mode de travail. Donc oui. Mode de développement. Même si je pense qu'il y a plein de trucs, il y a encore plein de trucs à faire, parce qu'on voit aussi qu'on a encore de la rigidité, parce que même quand on voit par rapport au vaccin, mais bon, parenthèse, que certains vont plus vite que nous. Donc voilà, il y a malheureusement encore beaucoup de choses à changer, mais bon. Attention. Dans le bon sens. Et je souscris à ce que tu dis, mais il faut quand même avoir du recul. C'est ça l'optimisme opérationnel, c'est d'avoir du recul. Cette histoire de vaccin, c'est quand même à hurler de rire, parce que aujourd'hui, on critique, on gueule, parce que le vaccin, il n'y en a pas assez, donc les gens estiment qu'ils ne sont pas vaccinés assez vite, alors qu'il y a encore 2 mois de ça. Tout à fait. Il y a 2 mois de ça, les gens disaient déjà qu'on n'aurait pas de vaccin parce qu'il faut 10 ans pour en produire un, d'accord, et ils ne voulaient pas se faire vacciner. En 2 mois de temps, ils ont changé du tout au tout. Alors ça t'en dit long sur le niveau de réflexion et d'analyse de beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que même certains se disent que je sais pas s'ils sont aussi malins que ça, les monopolitiques, ils disent qu'ils font exprès actuellement de faire ce qu'on appelle de la scarcity, ce qu'on fait en web marketing, pour motiver les gens, parce que comme les gens au début, ils en voulaient pas, maintenant qu'ils voient qu'il y en a plus, tout le monde en veut. Ça a toujours été ça. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intention gouvernementale derrière. Oui, ça m'étonnerait. Non, c'est simplement des comportements humains. Il y a quelques mois, on disait jamais, c'est pas possible, on n'aura jamais de vaccin parce qu'il faut 10 ans, on n'a jamais réussi à sortir un vaccin avant 10 ans d'études, etc. Là, toute la communauté internationale s'est mobilisée, boum, en quelques mois, en 1 an peut-être, on a un vaccin. On en a même plusieurs. Donc les gens ont changé du tout au tout sans même se rappeler ce qu'ils disaient avant. C'est quand même assez fantastique. Le nombre de gens qui te disent après ce qu'il fallait faire avant. Donc, si vous voulez être un entrepreneur à succès, essayez d'avoir une constance. Merci pour le téléphone. Essayez d'avoir une constance dans ce que vous dites et d'avoir une espèce de philosophie de vie qui vous évite de dire le contraire mardi de ce que vous disiez lundi. Ou alors argumentez bien, parce que quand même, un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui est un leader, qui est quelqu'un qui est censé montrer aux autres un peu la voie. Donc essayez d'être responsable, ce sera tout à votre honneur. C'est ce qui s'est passé, parce que beaucoup de gens et des leaders ont indiqué que ça allait être possible, que dans 1 an on allait avoir le vaccin, personne n'y croyait, et en fin de compte ça a été fait. Donc c'est aussi l'importance de l'optimisme et du leadership. Donc avant de te laisser aller répondre au téléphone, j'ai 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement de conférencier ? Parce qu'il y a un business que tu n'as jamais créé, que tu voudrais créer. Alors, je suis tellement bien dans celui que je fais et je crois pouvoir dire avec succès que je rêve d'être de me dédoubler pour avoir 2 fois plus de temps, pour 2 fois plus de conférences, alors que j'en ai déjà beaucoup. Non, sincèrement, j'ai pas envie d'un autre business que celui-là. Je suis désolé, mais celui-là me plaît. Je transmets, j'adore ça. J'aime que les gens repartent boostés, repartent comme des avions de chasse. Non, j'aime trop celui-là pour en changer. Désolé. Ok, parfait. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur ?
Ma meilleure expérience, c'est d'avoir montré à une génération complète d'hommes de l'art qui s'étaient trompés en disant que c'était impossible de redresser notre société. Non seulement on l'a redressée, mais on l'a conduite 20 ans. C'est pas tout à fait rien. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? Une ambition dans le bon sens du terme. Si la seule ambition c'est de rouler en Ferrari, ça risque de mal se finir. Si la vraie ambition c'est de répondre à une satisfaction, enfin donner satisfaction à un client en lui résolvant son problème, alors là, l'ambition est juste et elle sera très probablement récompensée. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? L'optimisme opérationnel, vaincre l'adversité. Voilà, c'est ce livre-là que je recommande parce que c'est celui-là je donne 60 clés dedans et c'est celui-là qui nous a permis d'atteindre les résultats que je t'ai indiqués tout à l'heure. Spectaculaire. Plus craquer ou... Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie, ça c'était l'histoire en elle-même. Il y avait 52 enseignements, il y a dans ce livre 52 enseignements de vie pour la vie personnelle et professionnelle parce que ça a été vraiment très très chaud, très très chaud. Et quand on lit ça, enfin, tous ceux qui l'ont lu, j'en suis déjà à la 3e réédition, tous ceux qui ont lu ce livre disent mais comment c'est possible ? S'il a fait ça, peut-être que nous aussi, on peut faire ça aussi. Et je crois que c'est vrai. D'accord. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir ? Je voudrais savoir planter un potager. Non, la compétence que je rêve d'avoir, c'est une très bonne question, ça. Eh bien, je voudrais avoir la compétence de poser des questions auxquelles je n'ai pas répondu par avance. Waouh. Poser des questions auxquelles tu n'as pas répondu par avance. Oui, par exemple, cette question-là, est-ce que je rêve d'une compétence particulière ? Non, mais je te dirais que c'est le fruit d'un bonhomme qui est bien maintenant dans ses baskets. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'améliorer. On peut tous s'améliorer, ça c'est clair et net, jusqu'à la fin de mes jours. Mais la compétence que j'aimerais avoir là aujourd'hui, écoute, je ne sais pas, peut-être faire que ton podcast dure 2 heures au lieu d'une, comme ça on dirait encore plus de trucs. Tout à fait, en général c'est 2 heures, mais bon là, c'est malheureusement. En général c'est 2 heures ? Oh, quelquefois on fait 2 heures, quelquefois, bon. Mais là on ne pourra pas malheureusement. Bah dommage. Alors, ce sera pour une autre fois dans tous les cas. D'accord, ça marche. Jean-Luc, grand merci. De rien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question, voilà, comment tu veux que ça dure, il y a une question que j'ai oublié de te poser ou il y a un truc que tu voulais dire que j'ai oublié de dire ? Non, je voulais simplement dire, tenez le coup, croyez en vous, vous êtes plus fort que ce que vous croyez, et le seul combat finalement qui est perdu d'avance, c'est celui que vous ne menez pas. Alors debout et en avant. Tout à fait. Grand merci Jean-Luc, à bientôt. À bientôt Thierry, salut. Alors. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.